Bonsoir Hélène Dorion et bienvenue à cette 9e édition du FIEF à Saint-Sauveur en Puisaye qui nous réunit par la magie de la technologie et évidemment l'amour des lettres. Au sujet de l'amour des lettres et des mots, votre narratrice du prochain roman à paraître en avril et qui s'intitule Pas même le bruit d'un fleuve aux éditions Le mot et le reste. Cette narratrice nous dit: enfant, c'était les mots qui m'intriguaient. Est-ce que c'était aussi votre cas, Hélène? Oui, tout à fait. Pour moi, les mots contenaient des mondes qui me demeuraient inaccessibles tant que je n'avais pas appris à lire. Donc, j'ai demandé très tôt à ma mère de m'apprendre à lire. J'avais l'impression qu'il y avait autre chose en dehors de la maison, en dehors de la famille, et que ce monde-là existait à travers les mots. Je pense que c'est vrai, je l'ai découvert plus tard. Et donc, oui, pour moi, les mots, ce sont des univers. Chaque mot est un univers, mais quand on les met ensemble, ça crée des univers différents. C'est sans doute la fondation même de l'écriture, cette curiosité pour les univers que peuvent créer les mots. En quoi est-ce qu'ils rendent justement les choses vivantes, comme vous l'écrivez? Je pense que les mots ont une histoire, en fait, qui vient évidemment de leur usage. En même temps, dans ma démarche à moi, il s'agit surtout de reprendre les mots qui sont sans doute les plus usuels de la langue, disons, commune, et non pas d'aller chercher des mots rares ou qu'on emploie moins souvent. Redonner sens à ce qu'on connaît du langage, je pense que c'est aussi redonner sens à ce qu'on sait de la vie humaine. Et pour moi, le travail sur les mots est intimement relié au travail intérieur, au travail sur l'être, à une démarche intérieure, je dirais. Et donc, en fait, je pense qu'on avance avec les mots, qu'on défriche à mesure et on éclaire un chemin à mesure qu'on écrit aussi. C'est un peu dans ce sens-là, en tout cas, que je perçois ma propre démarche d'écriture. Et chaque livre, évidemment, est une aventure dans, dans des thématiques, mais aussi dans une forme, dans une manière de répondre à ce que la langue continue à nous cacher et encore à nous révéler, en fait. Je pense que moi, en tout cas, j'écris avec ce que j'ignore de moi-même, du monde et du langage, bien que je travaille dans des mots que je connais, dans des formes quand même assez accessibles, mais je vais vers ce que j'ignore essentiellement. Si vivre, c'est suivre les traces de l'enfant qu'on a été, comme vous l'écrivez, en quoi est-ce que vous diriez que vous lui êtes resté fidèle à cette petite fille qui aimait déjà les livres et les mots? Je dirais que l'enfance, pour moi, c'est davantage, en fait, c'est pas simplement un moment de la vie, c'est surtout un rapport au monde qui s'établit à partir de là. Euh, et pour moi, oui, les mots m'ont intriguée, en même temps, ils m'ont émerveillée parce qu'ils me permettaient de nommer, ils me permettaient de ressentir, ils me permettaient de connaître, ils me permettaient surtout de me relier. Et donc, je pense qu'à cette partie-là, en tout cas, je suis restée fidèle à, à ce qui m'émerveillait dans les mots alors que j'étais enfant. Mais c'est aussi, je pense, tout un rapport au monde. Je pense que moi, en tout cas, je considère que j'ai jamais terminé de défricher mon enfance, de défricher ce que mon enfance a éclairé pour le présent et pour le futur, mais aussi ce que l'enfance nous, les nœuds en fait, que crée l'enfance et que l'adulte que l'on est en essayant de comprendre qui nous sommes, de comprendre comment on intervient dans le monde, comment on saisit ce monde-là. Je pense que défricher l'enfance, c'est aussi une manière de devenir ce que l'on est et d'être sans doute de plus en plus libre. Pour moi, c'est un mot extrêmement important aussi, cette liberté intérieure, c'est-à-dire de se libérer de certains nœuds qui se sont créés autour de l'enfance et d'être libre, par exemple, de répéter ce que les parents nous ont transmis. Donc, toutes ces notions de transmission aussi sont quand même essentielles. Ce qui nous a été transmis, on en est peut-être conscient pour une petite part seulement, mais d'aller voir ce qui existe
de nos parents, de notre famille et même des générations qui les ont précédés, donc ce qui existe à l'intérieur de nous. Je pense que c'est un lieu aussi de connaissance, mais d'émerveillement de soi-même. Trouver qui l'on est, c'est sans doute une manière aussi de devenir libre. Et l'écriture, je pense, est une manière de devenir de plus en plus libre. À partir de quand, justement, est-ce que votre main se met à écrire, à inventer des forêts imaginaires, comme vous l'écrivez dans votre nouveau recueil de poésie, Mes forêts, aux éditions Bruno Doucet? Quand est née véritablement l'écriture en vous? Bah, je dirais peut-être comme la plupart des gens, j'ai écrit alors que j'étais adolescente des poèmes d'amour, sans doute assez mauvais d'ailleurs. Et plus tard, j'ai fait des études en philosophie et toutes ces questions que me posait la philosophie, questions sur l'existence, sur la condition humaine, je pense que je les ai emportées avec moi quand je suis passée de la philosophie à la littérature et plus particulièrement à ce moment-là à la poésie, puisque j'ai écrit de la poésie très longtemps avant d'aller vers le roman, l'essai, ces autres genres littéraires. Et donc, c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à lire de la littérature, du roman, de la poésie, que j'ai eu envie, moi aussi, de prendre les mots comme de l'argile entre mes mains et de voir ce que ça pouvait créer quand moi, je prenais ces mêmes mots et que j'essayais de créer un univers qui allait exprimer ma vision du monde, qui allait exprimer ce que je ressentais et surtout, comme je le disais tout à l'heure, qui allait défricher un chemin devant moi, qui allait éclairer et me permettre de savoir mieux qui je suis, qui est l'autre et qui est ce monde dans lequel je vis. Et toutes ces questions donc philosophiques, je pense que même si j'ai jamais sans doute répondu à aucune, elles se sont transformées d'un livre à l'autre, je les porte et elles se transforment. Elles vont de la poésie au roman, à l'essai et voilà, et je pense en s'enrichissant aussi, je l'espère en tout cas, du livre précédent. Vous dites, vous prononcez souvent le mot monde. Quel monde est-ce que vous parvenez à planter, que ce soit dans vos romans, dans vos essais ou au cœur de votre travail poétique? Bien, je pense que d'abord et avant tout, ce serait un monde de questions, un monde de doutes, mais dans le sens, disons, favorable, dans le sens lumineux du terme. Le doute qui nous permet de rester vivants, de ne pas se figer quelque part, de ne pas se fixer, mais de rester en mouvement, donc de rester en transformation, de continuer de bouger, de questionner et de ne pas considérer les choses comme acquises, mais de les garder dans ce mouvement de vie, en fait. Et c'est aussi sans doute un monde que j'aimerais très humain. C'est un monde de liens essentiellement, donc lumineux, mais dans lequel les ombres se promènent, rôdent et prennent parfois une plus large part pour passer ensuite à la lumière. Donc un monde où les contraires coexistent sans qu'on soit obligé de choisir entre les contraires, mais où tout peut justement coexister. Sans doute un monde aussi avec l'espoir, avec beaucoup d'espoir dans la capacité, je dirais, de l'être humain de se transformer et dans la capacité de la littérature et de l'art de contribuer à cette transformation de l'être, à cette avancée. Et quand je parle de transformation ou d'avancée, je parle bien sûr de quelque chose d'assez banal, mais de très complexe, devenir meilleur, devenir de meilleurs êtres humains. Donc, apprendre à mieux se lier à soi-même, se lier aux autres, se lier à la nature, au paysage, et donc faire du présent un lieu habitable et du futur un lieu où on peut se projeter avec ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, l'amour, la bienveillance, la compassion, la justice, l'inclusion. Euh, en fait, oui, un monde qui fasse vivre le meilleur de l'être humain.
Vous avez évoqué la nature, elle est très présente dans votre œuvre, très présente aussi au sein de ce recueil de poésie que vous venez de publier. En quoi est-ce qu'elle vous inspire et en quoi est-ce que cet environnement vous a véritablement façonné? Alors, je suis née à Québec, donc dans la ville de Québec, mais assez tôt, dans la jeune vingtaine, je suis allée vivre dans les Laurentides, une forêt. Je vivais au bord d'un lac. Il y avait plutôt justement une forêt assez dense. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à vivre là-bas, qu'un dialogue, ça a commencé à s'établir pour moi avec ce monde de la nature. Euh, la vie était pour moi un peu plus lente parce que quand on prend le temps de regarder un coucher de soleil, de regarder une tempête de neige, de regarder des feuilles d'automne qui tombent ou les glaces cassées au printemps, je pense que cette lenteur-là favorise aussi un dialogue, favorise une réflexion, favorise l'émergence des mots pour dire ce monde de la nature. Donc, ça a commencé à ce moment-là et je vis maintenant depuis une dizaine d'années en Estrie. Et là, ce sont des forêts un peu différentes avec bon, une lumière aussi assez différente, plutôt forêt de feuillus, donc avec de plus grandes ouvertures. Je pense en tout cas que mon lien change selon le lieu. Parce que c'est aussi un apprivoisement, je pense, ce lien à la nature, ce lien au vivant. Et dans mon livre Les forêts, je pense qu'il y a une grande partie de ce livre que j'ai écrite pour justement manifester la nécessité de réparer, en tout cas de questionner le lien que nous avons au vivant actuellement. Et, et le lien à la nature, en fait, c'est un lien à nous-mêmes, c'est un lien qui est c'est un miroir de la manière dont on crée un dialogue avec nous-mêmes, c'est un lieu de transformation avec le passage des saisons, c'est un lieu de contraire, de paradoxe, de mouvement extrême. Donc, c'est à la fois très doux, mais aussi très violent. Et je pense que tout un monde est là et moi, c'est vraiment le lieu principal de mon inspiration. C'est vrai que c'est un lieu très métaphorique et c'est aussi un lieu qui est en danger aujourd'hui. Est-ce qu'à travers un livre comme celui-ci, vous voulez justement nous encourager à renouer avec la nature et non pas à continuer à la détruire comme nous le faisons? Oui, bien sûr. En même temps, bon, ce n'est pas un livre de revendication écologique. C'est pas un livre dans lequel je dis qu'il faut sauver la Terre, parce que je pense qu'il faut d'abord, et on l'a vu récemment encore avec ces événements qui étaient vraiment une tragédie planétaire, et il faut bien en prendre acte. On ne peut pas passer de 2019 à 2022 individuellement et collectivement aussi. On a vécu quelque chose qui nous impose un questionnement. Mais pour moi, même si ce n'est pas un livre écologique, c'est un livre où la nature nous invite à entrer en contact avec elle. Et c'est par le plus petit, je pense, une attention à l'arbre, qui est un être vivant seul, mais qui vit évidemment en contact incessant avec d'autres arbres, donc une manière d'être seul et ensemble. Euh, pour moi, retrouver une qualité de lien avec la nature, c'est déjà une démarche qui peut faire que l'on prendra soin de cette nature-là. Quand on sait combien de temps un arbre porte, quand on sait tout ce qu'il a traversé de saisons, de difficultés, on hésite quand même à le couper. On va donc, d'une certaine manière, prendre soin de ce qui est là dans la mesure où on s'y sent profondément lié et que la Terre ne soit pas quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, mais plutôt le lieu que l'on habite. Mais on sait que l'espèce humaine est tout aussi fragile que la Terre, en fait. Donc, il s'agit davantage, je pense, de réparer un lien, pour moi, que de simplement tenir un discours du souci de la Terre qui paraît parfois un peu trop lointain. Quand je regarde ma forêt, quand je respire la pluie, quand je vois la beauté de la lumière, tout ça, cette beauté-là fait en sorte que je vais avoir envie
d'en prendre soin. Et donc, il y a aussi cette dimension dans mon livre. Mais c'est un des éléments, en fait, une des parties de ce livre qui est aussi disons, la forêt intérieure, comment on vit nos forêts intérieures, qu'est-ce qu'on défriche à l'intérieur de soi, donc avec toutes les émotions, toutes les dimensions affectives, la mémoire, un lien à la mémoire aussi, retourner dans le passé de l'histoire individuelle, et repasser aussi par les lieux de l'histoire universelle, de l'histoire collective, comment la Terre s'est construite, comment tout ça est venu. Et donc, en prenant contact avec le passé, habiter mieux, sans doute, le présent. Cette forêt intérieure, elle est aussi profondément enracinée au Québec, profondément ancrée dans le Canada. En quoi est-ce que vous diriez que ça a véritablement déterminé votre plume, votre langue et votre personnalité? C'est très difficile à dire parce que je suis d'ici. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais habité une forêt ailleurs? Très sincèrement, je pense que j'aurais eu cette même sensibilité parce que je sens que c'est profondément ancré en moi et quand je voyage, j'ai ce même lien à la nature. Et puis en plus, je ne suis pas née en forêt, je ne suis pas née à la campagne, je suis née au cœur d'une ville. Donc c'est vraiment quand je suis entrée en contact avec ce monde naturel que j'ai trouvé, je dirais, ma maison intérieure, que j'ai trouvé aussi un interlocuteur. C'est avec le paysage que je dialogue. C'est lui qui m'apprend comment laisser tomber des feuilles à l'automne, comment laisser passer des tempêtes, les grands vents, etc. Donc, je pense quand même que j'aurais eu ce même lien très fort. Mais en même temps, on le sait, ici au Québec, il y a 4 saisons très définies, très fortes aussi, avec des douceurs, mais avec de grandes violences aussi, des grandes chaleurs et des grands froids, avec des extrêmes. Et ça, je pense que ça a sans doute déterminé, en tout cas, une manière pour moi d'être au monde. Mon travail, que ce soit dans le roman ou dans la poésie, en est beaucoup un de réconciliation des contraires. Et peut-être que vivre ces saisons, mais c'est une hypothèse seulement, mais peut-être que vivre ces extrêmes m'a amené aussi à m'interroger et à me poser sur ces éléments-là. Et c'est la même chose dans mon roman, de toute manière, pas même le bruit d'un fleuve, où le fleuve se retrouve aussi, il faut dire, oui, se retrouve dans sa beauté, mais aussi dans son extrême violence, dans sa cruauté même. Les éléments de la nature, ils sont beaux, et pour moi, ce n'est pas l'aspect bucolique qui compte, c'est ce que cette beauté-là va faire émerger à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça va faire naître? Et en même temps, c'est jamais exempt de violence, de cruauté. Le monde de la nature, c'est aussi un monde cruel. Le fleuve, c'est aussi le lieu de naufrage, c'est aussi les corps qui sont irrécupérables, en fait. C'est des tempêtes très violentes. Ici au FIEF, nous célébrons chaque année les écrits de femmes. En quoi est-ce qu'elles vous inspirent, notamment Colette, dont c'est le village natal ici à Saint-Sauveur-en-Puisaye? Où j'ai déjà eu l'occasion d'aller d'ailleurs, et c'est vraiment inoubliable. Je dirais, pour moi, Colette, et peut-être qu'on peut aussi, je ne veux pas faire de généralité, mais une attention au sensible, une écriture extrêmement charnelle. Pour moi, c'est très important cette dimension qu'une lectrice, un lecteur, en lisant, ressente profondément. Si j'écris les pieds dans le sable, j'aimerais que la lectrice, le lecteur ressente le sable, la rugosité, la chaleur ou la fraîcheur. Et chez Colette, je trouve cette attention au sensible, je trouve une écriture très charnelle, très sensuelle aussi, très belle. Et ça, c'est une dimension, moi, qui m'inspire beaucoup aussi. Et qu'on trouve chez plusieurs écritures
de femmes aussi. Plusieurs écrivaines sont aussi, pour moi, de grandes inspirations. Je pense à Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Duras, que j'ai lu pendant des années, comme tant de lectrices. On ne lisait que Duras pendant un certain moment. Et bon, ce sont des grandes lectures inoubliables. Virginia Woolf, la même chose. Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien. Donc, ce sont de grands moments de lecture. Et il y a vraiment beaucoup de ces femmes qui restent mes compagnes d'écriture aujourd'hui. Vous écrivez qu'un poème murmure un chemin vaste et lumineux qui donne sens à ce qu'on appelle humanité. Qu'est-ce qui vous intrigue, qu'est-ce qui vous fascine le plus finalement dans l'humanité, que ce soit celle que vous décrivez à travers vos livres, l'humanité dans son intimité, dans sa famille, au cœur de ses souffrances ou de ses passions, ou l'humanité en général? C'est plutôt l'humanité au cœur de ses souffrances, ses passions, la capacité aussi qu'on a de choisir un chemin ou un autre, de choisir, par exemple, d'aller vers ce qui peut être un chemin de bienveillance ou encore un chemin de cruauté. J'ai l'impression on est évidemment de grandes complexités et on a tous ces chemins très complexes, mais en même temps de si grandes possibilités. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que me penchant sur la condition humaine, sur l'humanité, l'espèce, en fait, je n'ai jamais fini à la fois de m'arrêter sur un être humain dans sa vie. C'est ce que je fais, par exemple, plutôt dans le roman. Donc, la vie d'un être humain, les petits événements qui créent une figure, et cette figure-là fait du sens et s'inscrit en résonance avec d'autres figures de d'autres vies humaines. Et si on les multiplie, eh bien, ça s'appelle l'humanité. Et donc, l'humanité, c'est la somme de possibilités presque infinies, mais c'est fait de tout le passé, c'est fait du présent, et qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Donc, c'est comme pour moi une sorte de thème inépuisable, que ce soit à travers l'amour, bien sûr, que ce soit à travers l'amitié, que ce soit à travers la famille. Donc, les multiples manières qu'on a de se lier, de créer des chemins lumineux ou des chemins vraiment remplis de nœuds, parce qu'il y a ça aussi. Et même dans nos vies individuelles, ça me fascine vraiment. Comment on crée une vie et qu'est-ce que c'est créer une vie et qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est donné. Je pense que très tôt dans ma vie, j'ai considéré que le temps était ce qu'il y avait de plus précieux. J'ai jamais considéré qu'une journée, c'était rien et que ça avait aucune densité. Pour moi, une journée, une heure, c'est du temps qui m'est donné. Et donc, évidemment, à partir de là, ben, l'humanité, c'est du temps, c'est toutes ces années, mais aussi tous ces actes, tous ces gestes, toutes ces paroles, tous ces choix dans une seule vie. Et je suis vraiment fascinée par ça. Et c'est ce que je mets, je pense, dans mes livres de manière différente. Dans la poésie, l'humanité a un certain sens avec peut-être une universalité différente. Dans les romans, ben là, ça me permet vraiment de créer des personnages, d'entrer dans leur vie et j'allais dire, de les faire choisir certaines choses, mais pas vraiment. C'est plutôt eux qui me disent qu'est-ce qu'ils vont choisir, quel chemin ils vont prendre. Et moi, je les écoute et j'interviens et je crée. Et ça, c'est assez fascinant. Ça multiplie évidemment les possibilités et les vies possibles. Merci beaucoup, Hélène Dorion, de nous avoir offert justement ce temps avec vous. C'était un vrai bonheur et on vous souhaite encore plein de belles choses. Merci Karen, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.